Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette masterclass organisée par Money Radar. L'objectif, c'est de comprendre comment investir euh, et pas simplement de suivre l'actualité sans savoir vraiment quoi faire ou de prendre des décisions un peu au feeling. L'idée, c'est de sortir un peu de cette zone un peu floue dans laquelle vous pouvez être au moment d'investir, au moment d'appuyer sur le bouton achat ou vente sur votre broker. L'idée, c'est vraiment de découvrir quelque chose qui peut changer la manière d'envisager l'investissement, non pas déjà parfois comme une contrainte, mais comme quelque chose qui peut apporter aussi d'un point de vue intellectuel, qui pousse à la réflexion, qui pousse à la curiosité. Je sais que c'est quelque chose qui est pas forcément simple aujourd'hui de d'avoir le courage euh, de sortir d'un classique livret A ou d'une SCPI pour aller vers quelque chose de plus proactif, hein. L'idée, c'est d'essayer de comprendre comment ça fonctionne, de comprendre aussi que le problème, ça vient pas de vous, que le problème, c'est plutôt que personne n'enseigne réellement comment comprendre les marchés financiers, comment comprendre les cycles économiques. Je vous donne juste un exemple, hein. Je suis aujourd'hui, moi, professeur à la faculté de la Sorbonne, chargé de TD pour des L2 et des Master 1. Et en fait, les cours que je peux dispenser depuis plus de 10 ans, ce sont des cours qui justement permettent aux jeunes de comprendre les cycles économiques, les marchés financiers, les conséquences des banques centrales ou ce genre de choses sur les taux d'intérêt, sur les marchés d'actions, sur les niveaux de valorisation. Et ça, ce sont des choses que même moi, quand j'ai fait mes études à Dauphine il y a plus de 15 ans, j'avais pas. Donc même dans un cursus classique d'économie ou de finance, on ne trouve pas forcément ce genre d'informations qui est plutôt un côté, aller chercher un côté un peu pragmatique, un peu pratique sur voilà comment appréhender une news, comment la décrypter et comment en faire potentiellement un axe d'investissement. Donc pour aller un peu dans le vif du sujet, c'est vrai qu'aujourd'hui on est dans un environnement qui est de plus en plus difficile à comprendre, de plus en plus difficile à lire, de plus en plus difficile évidemment du coup à intégrer dans une stratégie patrimoniale et d'allocation d'actifs. On a le sujet de la guerre commerciale qui était là avec Donald Trump, qui est revenu cette année, qui s'est un petit peu calmé, mais pour combien de temps? On a évidemment les sujets de conflits militaires qui peuvent avoir des impacts sur des secteurs militaires, secteurs industriels, qui peuvent avoir un impact sur les prix de l'énergie ou le prix des matières premières. On a en lien avec ces deux éléments et les éléments liés à la guerre commerciale cette notion de fin de la mondialisation, voire de re-régionalisation, c'est-à-dire inverser la mondialisation pour revenir vers des zones de production qui sont plus domestiques. Ça prend beaucoup de temps, mais c'est dans une démarche un peu de prospective. Il faut adapter potentiellement les portefeuilles et les entreprises sur lesquelles on investit et les zones sur lesquelles on investit en fonction, en gardant en tête cette thématique. On a des éléments qui sont plus financiers et monétaires. Je pense notamment à l'instabilité monétaire. Est-ce que la Fed fait les bons choix en baissant les taux directeurs? Est-ce que le prochain patron de la Fed qui sera nommé par Donald Trump va pas être juste le pantin de Donald Trump et sera quand même quelqu'un aussi d'indépendant comme la lignée des gouverneurs de la Fed? Ça, c'est un élément qui est extrêmement important pour l'année 2026 et pour les années qui suivent. On a des éléments qui sont liés choc inflationniste, choc énergétique. Soutenabilité des dettes, ça aussi, hein, on voit bien que le marché obligataire est de plus en plus instable, de plus en plus incertain, de plus en plus volatile. Ça aussi, ce sont des éléments qui sont à prendre en compte, qui sont difficiles à comprendre. C'est pas pour autant qu'il va y avoir une nouvelle crise de la dette, à mon sens, mais en tout cas, c'est potentiellement quelque chose aussi à intégrer dans une démarche un peu de moyen long terme sur la construction d'un portefeuille idéal avec une approche vraiment de long terme. Après, il y a évidemment à court terme ces questions de bulles. On l'a vu récemment ces dernières semaines. Je vais revenir dessus dans un instant. Mais donc voilà, on a quand même globalement un panel assez large des risques. Appelez ça comme vous voulez. Est-ce que ce sont des risques? Est-ce que ce sont des signes noirs comme on les entend souvent? Globalement, ce sont des éléments qui brouillent un peu les cartes, qui brouillent la visibilité. Ça nécessite du coup, bah, dans un environnement un peu plus complexe, bah, de se faire accompagner. Et c'est pour ça que je suis là devant vous, dans le cadre de l'offre de Money Radar qu'on a structuré sur la partie Macro Insider, qui est donc une offre où moi j'apporte ce qu'on appelle un petit peu de crédibilité et d'expérience, dans le sens où ça fait plus de 15 ans que je suis sur les marchés financiers. J'étais donc diplômé de l'Université Paris-Dauphine en économie et en finance en 2012. J'ai travaillé dans le secteur de l'assurance vie, dans les fonds de pension, pour le gouvernement, les directions générales du Trésor. Les 8 dernières années, je les ai passées chez un broker, une banque d'investissement, CIC Market Solutions, où clairement mes clients, c'était les asset managers, les hedge funds, les entreprises aussi.
les clients de la banque privée. Et l'idée, c'était de leur offrir un service qui est le service que j'offre aujourd'hui via Macro Insider, c'est-à-dire décrypter l'actualité, la comprendre et surtout la traduire en axe d'investissement. Et ça, c'est un élément qui est important. Par ailleurs aussi, je le mentionne parce que on a souvent des questions, vous le verrez, je parlerai du chat tout à l'heure, mais on a souvent des questions et c'est légitime de la part des investisseurs que vous êtes sur les actifs cotés, évidemment, mais aussi les actifs non cotés, le private equity, le venture capital, l'immobilier, l'infrastructure, tout ça, ce sont des choses qui peuvent rentrer en compte dans votre patrimoine. Et moi, aujourd'hui, depuis maintenant plus d'un an et demi, je suis consultant en stratégie et en levée de fonds pour des startups. Donc, le monde du venture capital et du private equity, je le connais. Euh, et si tout ça peut paraître assez compliqué, euh, j'essaye d'aborder les choses de manière assez pédagogique, puisque comme je l'ai dit, je suis enseignant à l'université Paris-La Sorbonne. Donc, une fois qu'on a dit tout ça, le but de cette masterclass, c'est de vous permettre d'investir comme un investisseur institutionnel, comme un hedge fund, avec les mêmes clés de lecture, avec les mêmes informations, avec le même niveau de réactivité, parce qu'on le verra aussi tout à l'heure, ça joue le timing. Hein, parfois, il y a des moments où on pense avoir la bonne idée, sauf que si les marchés l'ont déjà joué, cette idée, c'est trop tard. Et donc, on peut malheureusement perdre de l'argent malgré la bonne idée. Donc, voilà, l'objectif de cette masterclass, c'est voilà, c'est prendre conscience que on peut, avec quelques idées, quelques connaissances et un accompagnement sérieux et crédible, on peut devenir un investisseur, un peu comme un investisseur du coup institutionnel. Et vous le verrez à la fin de cette session qui dure à peu près 40 minutes. L'idée aussi, c'est de vous proposer donc notre solution Macro Insider, qui a été déjà validée avec plus de 500 membres. On a commencé en juin, on continué en septembre la commercialisation. On a plus de 500 membres aujourd'hui actifs. Euh, L'idée, c'est de proposer donc un accompagnement qui permet avec un temps d'attention et un temps d'étude, on va dire, assez limité par semaine ou par mois, de l'ordre de potentiellement avec simplement en lisant quelques informations que je publie, en 1 heure par mois, on peut se faire des convictions et on peut avoir un accès rapide au clic sur les brokers pour prendre les bonnes décisions d'investissement. On peut aussi évidemment aller plus loin et renforcer ses connaissances parce que vous le verrez dans les produits que l'on propose, il y a quand même des choses qui sont très poussées. Mais voilà, l'idée c'est d'essayer de simplifier donc l'investissement et de le rendre abordable. Maintenant, si on rentre un petit peu dans le détail, je vais passer un peu de temps là-dessus. Le problème dans l'investissement que les Français rencontrent aujourd'hui, c'est que globalement, on a des réflexes et que ces réflexes sont pas les bons. Le premier, c'est réagir à chaud. Et donc réagir à chaud, c'est faire ce qu'on appelle malheureusement se prendre les portes de saloon. Alors ça, c'est un adage pardon qu'on utilise souvent sur les marchés financiers. C'est quoi? C'est en gros investir au plus haut et vendre au plus bas. Ça arrive malheureusement souvent et ça arrive notamment souvent dans l'investissement retail. Donc retail, c'est des gens comme vous, c'est des gens comme moi, donc qui ont un patrimoine qui est pas forcément hyper important aux yeux de l'écart de richesse qui peut se creuser dans le monde, mais un patrimoine quand même. Et on peut être amené à prendre comme je disais, faire des mauvaises décisions de timing et revendre ou acheter au mauvais moment. Donc l'idée, c'est d'essayer de prendre de la hauteur, de prendre un petit peu de recul vis-à-vis des situations, essayer de comprendre pourquoi potentiellement il y a un ajustement à la hausse ou à la baisse. Je vais revenir par exemple sur l'exemple de la bulle IA la plus récente pour donner un exemple concret de ce que c'est que justement ne pas céder à la panique, ne pas aller trop vite en besogne, ne pas vendre à un moment où tout baisse. Et ça a été une clé de lecture importante que j'ai pu donner aux clients Macro Insider sur les dernières semaines et qui s'est avéré payant. Donc il y a cette notion de réaction un petit peu à chaud, il y a cette notion du coup de portefeuille qui ne vont pas avec un cycle. Et là, je prendrai un exemple, c'est que pour beaucoup de gens, par exemple, les obligations sont des choses à valeur sûre, un peu de bon père de famille ou ce genre de choses. C'est totalement faux. Tout dépend du cycle dans lequel on est. Aujourd'hui, je prends un exemple, investir sur les obligations japonaises depuis 3 ans, c'est moins 30% de valeur. Le patrimoine, si vous étiez 100% investi sur les obligations japonaises, c'est moins 30% de perte. Et en 2022, en Europe, c'est pareil. Et aux États-Unis, c'est pareil. Pourquoi? Parce que quand les taux d'intérêt montent,
la valeur des obligations et la valeur des ETF obligataires baissent. Donc ça, c'est un élément qui est un petit peu complexe, je vais revenir dessus. Mais donc voilà, c'est pas parce qu'on peut penser que action égale risque, obligation égale sécurité que c'est tout le temps vrai. Donc il faut faire attention aussi au cycle dans lequel on se situe et c'est pour ça qu'il faut avoir une approche globale macro. Et je vais expliquer ce que c'est dans un instant. Et pour nous, c'est un peu la base de ce que l'on a cherché à créer avec Macro Insider. Ensuite, ce qui fait un peu écho à l'idée de réaction à chaud, c'est prendre des décisions émotionnelles, se disperser sur trop d'ETF, trop d'actions, c'est quelque chose que je vois beaucoup dans la communauté qu'on a actuellement. Ce sont des gens qui me parlent de leur patrimoine, qui me parlent de leur ligne de portefeuille où ils ont une vingtaine de lignes avec parfois des actions en direct. Alors, je suis pas très fan de faire du stock picking dans le sens où c'est un autre métier, c'est une autre compétence, c'est une autre casquette. Faire du stock picking, donc choisir des entreprises, c'est connaître parfaitement l'entreprise, c'est connaître parfaitement son secteur et c'est connaître parfaitement l'environnement dans lequel elle évolue. Donc ça fait quand même trois grilles de lecture en termes de granularité qui sont quand même importantes. Moi, je pense que pour simplifier les coûts de transaction et pour simplifier la capacité de compréhension des différents éléments, clairement, aller vers des ETF, ça me paraît être l'option la plus optimale aujourd'hui. Et du coup, construire des portefeuilles avec des ETF diversifiés en termes d'actifs et de zones géographiques, c'est la clé pour réussir son investissement dans la durée. Parce que, point d'après, oublier que l'investissement est un marathon, ça aussi, c'est un élément qui est important. Être investisseur sur les marchés financiers, c'est être un investisseur de long terme et c'est aussi du coup intégrer des éléments qui sont personnels. Si vous avez un achat immobilier à faire à court terme, si vous avez un projet d'enfant ou ce genre de choses, c'est pas du tout la même chose que de se dire que on a devant soi 5 ans. Parce que il faut toujours envisager, à mon sens, et c'est là où je pense qu'il faut quand même un degré de sécurité et de un peu de réalisme sur les marchés financiers. On peut vite gagner de l'argent, on peut vite s'en perdre aussi. Et ça signifie quoi? Bah, ça signifie que il faut être conscient que l'argent qu'on va mettre sur les marchés financiers, c'est de l'argent auquel on ne va pas toucher, à part en extrême recours. Mais malheureusement, quand on va y toucher potentiellement, c'est au mauvais moment. Donc, il faut vraiment se dire que cette poche d'investissement qu'on met sur les marchés financiers, c'est quelque chose qu'on peut laisser de côté pendant longtemps. Hein, c'est pas. Parfois, j'ai eu la question d'ailleurs déjà. euh, je vais mettre de l'argent de côté pour acheter de l'immobilier. Je vais mettre de l'argent de côté pour arrêter de travailler et prendre une année sabbatique. Non, ça ne fonctionne pas comme ça, les marchés financiers. On génère pas suffisamment de cash avec les marchés financiers, avec en plus le risque hyper élevé qui peut exister dans une stratégie où l'objectif n'est de plus travailler ou d'acheter un bien immobilier. Je pense que c'est prendre trop de risques de faire ça. Donc voilà pour les éléments qu'il faut pas faire à mon sens et ce que vous allez apprendre bah, à la fois via cette masterclass et en même temps du coup derrière en prenant l'accompagnement avec Macro Insider sur les questions aussi de rééquilibrage et attention aux influenceurs. Il y a des gens qui sont très sérieux sur YouTube. Euh, et il y a des gens qui ne le sont pas. On trouve de tout. Je pense qu'il faut faire quand même assez attention à c'est quoi le parcours des gens, qui sont-ils, est-ce qu'ils ont vraiment un track record. Moi, encore une fois, j'ai plus de 10 ans sur les marchés financiers et pendant ces 10 ans, il s'est passé tellement de choses qu'une grande partie de mon travail, c'était d'analyser tous les cycles économiques et financiers depuis la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. Parce que le choc inflationniste, par exemple, c'est des éléments qui sont propres aux années 50, aux années 70. Donc en fait, en termes de connaissance des cycles, en termes de connaissance de l'évolution des actifs et de l'évolution de l'environnement économique et de la réponse des banques centrales, quel que soit le choc que l'on peut vivre, bah, ça a été un énorme travail qui a été mené, en tout cas de mon côté, pendant plus de 10 ans. Et ça, à mon sens, c'est quelque chose qui doit nous protéger et qui nous protège contre des erreurs de lecture qu'on peut voir. Donc, en avançant à la prochaine étape, l'idée, c'est justement de vous donner un cas concret de, de ce que peut représenter soit l'erreur d'investissement, soit la bonne chose à suivre, la bonne lecture, les bonnes clés de lecture. C'est par exemple comment dans la situation des 2 dernières semaines, enfin des 3 dernières semaines, sur le décrochage qu'on a connu sur le Bitcoin, avec un décrochage aussi marqué sur la bulle IA, comment l'idée n'était pas justement de céder à la panique, de vendre au pire moment, mais plutôt d'essayer de comprendre ce qui pouvait se passer et peut-être se mettre parfois, et c'est aussi quelque chose que moi, à titre personnel, j'assume, d'être contrariant vis-à-vis du consensus. C'est pas parce que les marchés, les investisseurs, les hedge funds jouent une stratégie que déjà, un, cette stratégie est la bonne, que deux, cette stratégie sera gagnante, et que trois, cette stratégie ne va pas s'inverser rapidement. Donc,
il y a deux aspects à comprendre quand on veut essayer de construire un portefeuille. Et c'est bien là tout l'intérêt de cette masterclass, c'est justement vous donner ces guidelines un peu précises. C'est que, un, il faut diversifier parce que ça va permettre de lisser l'impact d'un choc ou d'un stress sur les marchés financiers. Là, on le voit bien. Si vous suivez ma souris, l'or était en surperformance par rapport au reste. Euh, L'Inde, par exemple, qui peut paraître être un marché exotique, était aussi en surperformance. Les obligations ont tenu. Donc, on trouve là, du coup, les clés qu'il faut adopter dans une approche un peu globale macro ou dans une approche de diversification. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Se dire que la tech US, c'est, par exemple, les entreprises de la technologie US ou de la bulle de l'IA, pardon, c'est quelque chose qu'il faut jouer à 100%. Non, c'est pareil, avoir plus de 50% dans son portefeuille de Bitcoin, c'est prendre beaucoup de risques. L'idée, c'est d'aller diversifier parce qu'en plus, on le voit bien, il y a aujourd'hui des corrélations qui sont très fortes entre les cryptoactifs et le Nasdaq, entre le Nasdaq et le S&P, sachant que les entreprises aujourd'hui de la technologie aux États-Unis représentent 40% du S&P. Donc, ça veut dire que déjà, dès que vous mettez, à partir du moment où vous mettez 1 euro sur le marché américain du S&P 500, vous êtes déjà exposé à 40 centimes sur les entreprises de la technologie américaine. Donc ça, déjà, il faut le savoir, il faut le comprendre, et du coup, il faut se dire que, ah bah, si je veux diversifier, je vais peut-être mettre 1 euro sur le S&P, mais je vais mettre aussi 1 euro sur un peu des obligations et un peu de l'or. Et c'est comme ça qu'on peut passer au travers des cycles, prendre une partie de la hausse, évidemment, c'est le but, mais aussi encaisser moins que la baisse. Et ça aussi, c'est le but de cette approche globale macro. Parce que comment ça fonctionne? Globalement, c'est ça part d'un périmètre assez large, l'environnement dans lequel on évolue, l'analyse macroéconomique, je vais revenir dessus, les cycles. Ensuite, une analyse un peu géopolitique. Là, aujourd'hui, on est obligé de le faire. Il y a encore 10 ans, c'était pas le cas, mais aujourd'hui, on est obligé d'avoir une analyse géopolitique assez fine, compte tenu des conflits commerciaux, militaires, ou ce genre de choses. Essayer de comprendre les flux. Là aussi, moi, mon objectif, euh, et c'est peut-être le plus dur d'ailleurs pour vous quand vous n'avez pas accès à un expert, c'est d'essayer de trier toutes les informations, d'essayer de comprendre là où se situe le consensus sur le marché, là où se situent les flux. Et ça, c'est énormément de travail. Moi, c'est une grande partie de mes journées, c'est lire sur Bloomberg les commentaires de Goldman Sachs, de Bank of America Merrill Lynch, de la Société Générale, des hedge funds, de tous ces acteurs qui peuvent peser sur l'orientation des marchés financiers. Et ça, c'est un métier à part. Déjà, il faut de l'expérience, parce qu'il faut savoir un petit peu qui sont les principaux acteurs, quand est-ce qu'il y a des changements de discours, des changements de paradigme. Et donc, voilà, cette lecture-là, c'est des réflexes à prendre que vous n'avez pas, que si vous voulez les avoir, ça va prendre beaucoup de temps. Et donc, l'objectif, c'est voilà, c'est un petit peu mâcher le travail parce que c'est une barrière à l'entrée que j'estime assez importante. Après, il y a quelques éléments de modélisation. Et ensuite, on en arrive à l'approche concrète, à savoir qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Qu'est-ce qu'on fait de toute cette information? Euh, et toute cette information, l'idée, c'est de la traduire dans des classes d'actifs pondérées, beaucoup d'actions, un peu d'obligations, beaucoup d'or. Et dans les actions, qu'est-ce qu'on fait? Là, on arrive à ce qu'on appelle l'allocation géographique ou sectorielle. Potentiellement beaucoup de militaires parce que on sent que le monde est en train de basculer ou a déjà basculé dans quelque chose de très incertain d'un point de vue géopolitique. Aller vers de la santé, aller vers de la technologie, ça dépend du cycle dans lequel on est. Géographique, aller vers l'Asie, par exemple, qui peut représenter un vecteur de croissance important pour aujourd'hui ou pour demain, une diversification intéressante. Aller vers les États-Unis plutôt que vers l'Europe. Voilà. Tout ça sont des arbitrages et des choix qui sont à faire, que vous pouvez faire si vous avez les clés de lecture. Mais voilà, ces clés de lecture, elles sont un peu complexes. Et elles sont un peu complexes parce que, voilà, encore une fois, la grande difficulté dans l'investissement, c'est comprendre les cycles, comprendre les changements de paradigme, comprendre ce qui se passe dans la tête, par exemple, des banquiers centraux, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que globalement, hormis, on va dire, Donald Trump et la guerre commerciale de 2025, hormis Vladimir Poutine et la crise en Ukraine en 2022 et le Covid, sur les 5 dernières années, tout ça, ce sont des chocs qui sont transitoires, mais globalement, si dans la durée, vous vouliez avoir le bon portefeuille qui performe bien, il fallait une chose, comprendre le cycle inflationniste dans lequel on était, comprendre la réaction des banques centrales, comprendre l'impact que ça pouvait avoir sur les taux d'intérêt et donc sur les marchés d'actions. La clé, elle était là. Parce que comme vous le voyez sur le graphique de gauche, l'accélération extrêmement brutale des taux d'intérêt en 2022-23, enfin entre 2021 pardon et 2022, si vous l'aviez pas vu, bah là votre portefeuille il explose en plein vol. Parce que les actions
ont morflé, excusez-moi l'expression, les actions ont vraiment chuté en 2022-23 parce que la performance obligataire aussi a perdu moins 20, moins 30% parce que les taux d'intérêt sont montés. C'est ce que vous voyez sur le graphique de droite. Parce que vraiment, on est rentré dans un monde où, sur le graphique de droite, c'est assez clair, hein. J'ai essayé de vous remontrer un graphique que j'ai souvent utilisé dans ma carrière. C'est la tendance extrêmement baissière sur les taux d'intérêt de long terme depuis maintenant plus de 30 ans, parce que faiblesse de la productivité, parce que mondialisation qui fait que l'inflation est plus faible. Produire, ça coûtait moins cher puisqu'on produisait très loin avec une énergie qui était extrêmement disponible. Donc, du coup, les coûts énergétiques étaient très faibles. Donc, coûts salariaux faibles, coûts énergétiques faibles, démographie déclinante. Bref, tout ça, ce sont des éléments qui ont plutôt tendance à, avec l'épargne aussi qui était très forte, ont plutôt tendance à tirer les taux d'intérêt vers le bas. Puis d'un coup d'un seul, paf, on se réveille en 2022, 21, et on réalise que, l'inflation, c'est pas un monde si ancien que ça, et qu'en fait, on se le prend de plein fouet avec les prix énergétiques, avec les chocs sur la supply chain et la logistique, avec le Covid, avec le choc de demande des ménages, avec tous ces éléments-là qui ont fait que on a reconnu l'inflation, les salaires qui augmentent aussi de manière assez rapide, du coup difficile pour les entreprises de suivre sans augmenter leurs prix. Et donc, qui dit inflation, dit réaction des banques centrales, augmentation des taux directeurs, dit également réduction de la masse monétaire pour mettre un coup de frein sur l'accélérateur. Dans le sens où quand vous réduisez les achats d'actifs des banques centrales, le quantitative easing, quand vous réduisez la masse monétaire, quand vous augmentez les taux directeurs, le but c'est de freiner l'activité, parce qu'en freinant l'activité, vous allez, je prends juste un exemple sur l'immobilier, freiner l'activité, c'est augmenter les taux, c'est freiner l'immobilier, ça fait baisser les prix. C'est ce qu'on appelle du contrat cyclique. Et voilà, l'idée c'est d'essayer de comprendre à quel moment ça se joue, comment ça se joue et pour combien de temps ça se joue. Parce que si vous avez bon à ces trois éléments, en fait, vous faites le bon portefeuille pendant 5 ans. Et si vous avez tort sur un de ces éléments, malheureusement, vous risquez des pertes qui seraient tout à fait compréhensibles, hein. Il ne faut pas non plus penser que les marchés financiers ne se trompent jamais, que les gestionnaires d'actifs font toujours des performances importantes. Non, c'est pas vrai. Il ne faut pas non plus penser que des experts comme moi ont toujours raison. C'est pas non plus vrai. Mais pour essayer d'avoir un maximum raison, il faut comprendre ces cycles-là, hein. Il faut comprendre, est-ce que demain, par exemple, la question qu'il faut qu'on se pose aujourd'hui ensemble, c'est est-ce que demain, l'inflation va repartir de plus belle? Je pense pas, c'est pas mon avis, parce que finalement, la guerre commerciale de Donald Trump n'a pas beaucoup changé la donne, parce que pour l'instant, les prix des matières premières restent relativement stables, parce que euh, la demande aussi des ménages n'est plus tout à fait la même. Mais est-ce qu'on va revenir à un monde inflationniste qui est celui d'avant, qui nous emmènerait les taux à nouveau proches des 0%? Je ne pense pas. Est-ce que les taux directeurs, par exemple, vont retomber vers 0%? Je ne pense pas. Je pense pas parce que on est dans un environnement qui reste quand même, certes pas hyper inflationniste, pas non plus surinflationniste, mais qui reste inflationniste. Les salaires ont augmenté, ils vont pas chuter. Euh, les prix de l'énergie, à mon sens, vont continuer d'augmenter petit à petit dans la durée parce que il y a ce qu'on appelle de l'instabilité géopolitique. Il y a aussi l'aléa climatique qui fait que c'est de plus en plus compliqué de produire de l'énergie. Le changement climatique, tous ces éléments font que, avec le prix des matières premières agricoles, énergétiques qui monte, on aura probablement un niveau d'inflation qui sera plus élevé que dans la période 2000-2010. Donc on aura un environnement plus important, plus inflationniste que pendant la décennie 2000-2010. Et donc ça va contraindre les marges de manœuvre des banques centrales. Et ça repositionne aussi le vrai véritable sujet pour moi de la Fed sur les prochaines années, c'est est-ce que ce futur gouverneur de la Fed qui va être nommé par Donald Trump, probablement, donc il s'appelle Kevin Hassett, qui est probablement donc celui qui va être nommé, Kevin Hassett qui pourrait envoyer chambouler cette notion d'indépendance de la Banque centrale américaine, ça c'est un énorme risque. Parce que relancer une vague inflationniste, là pour le coup, c'est changer totalement de braquet en termes d'investissement. Sur les autres actifs, il y a le même genre de mécanismes qu'il faut intégrer. Par exemple, sur l'euro-dollar. Alors pourquoi je vous parle d'euro-dollar? Parce que beaucoup des investissements qu'on peut faire en ETF vont l'être avec le risque de change. Si vous investissez sur l'or, bien souvent c'est en dollars, donc il y a un risque de change. Si vous investissez sur le S&P 500, c'est possible aussi que ce soit en dollars, donc c'est pas couvert. Sur les marchés émergents, ça peut ne pas être couvert. Donc comprendre le dollar et avoir un scénario dollar, c'est quand même très important. Et donc là,
En 2022, par exemple, sur la phase 1, quand la courbe elle baisse et que le dollar se renforce et que c'est l'euro qui baisse. À ce moment-là, on est en plein cœur du choc énergétique, on est en plein cœur de la grande récession et de la fracture énergétique et économique, voire même sociale et politique en Europe. Et donc, à ce moment-là, les investisseurs retirent leur argent de l'Europe et vont placer leur argent massivement là où c'est sûr, là où c'est plus euh, durable en termes d'investissement, c'est aux États-Unis. Et donc, le prix de l'euro baisse et le prix du dollar monte. Mais, et ça a été un cas important en 2025, situation inverse, en 2025, le dollar baisse brutalement, il perd à peu près 10%. Sauf que quand le dollar perd 10%, si le S&P 500 fait par exemple 10% aux États-Unis, donc l'indice américain fait 10%, mais que le dollar baisse de 10%, on se retrouve dans un schéma où la performance nette de votre ETF, c'est 0%. Donc on peut avoir un risque de change qui malheureusement va effacer la totalité de la performance et du bon choix qu'on aura fait, parce que potentiellement on aura eu raison d'aller sur les marchés américains, mais si on n'a pas couvert son, son risque, eh ben on se retrouve en fait avec une performance qui est quasi nulle. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et du coup, par exemple, quand on a lancé l'offre Macro Insider, on se situe à peu près à ce moment-là, aux alentours du mois de juin. Et à ce moment-là, moi, je dis à tous les clients, oui, c'est important de couvrir le risque de change, mais je ne pense pas que le dollar peut baisser davantage. Je voyais mal un dollar repasser aux alentours des 1,20, 1,25, parce que globalement, on reste quand même, les investisseurs restaient quand même encore globalement confiants sur, un, la valeur que représente le dollar, la valeur que représentent les institutions américaines, et deux, il y a encore des doutes quand même sur la capacité de l'Europe à vraiment sortir de ce marasme économique dans lequel on est depuis 2022. C'est bien mignon d'avoir un plan de relance allemand qui est très intéressant et très important et qui donne des clés de lecture sur les marchés financiers. Mais avant que ça se traduise par une vraie accélération de la croissance et un regain de confiance sur la monnaie unique, ça va prendre du temps. Un autre actif aussi sur ces cycles à comprendre, c'est par exemple l'or. L'or, c'est vraiment l'actif par excellence qui a évidemment très bien performé en 2025 et même en 2024, on le voit. On fait x2 sur le prix de l'or en 2024, depuis 2024. Et là, on est pareil, encore une fois, l'objectif de cette masterclass, c'est vous donner des clés de lecture et de comprendre les mécanismes d'offre et de demande. L'offre dehors, c'est un peu comme l'offre de matières premières, c'est limité. Donc, qu'est-ce qu'il faut regarder sur ces choses-là? C'est la demande. Est-ce que depuis 2024, il y a un changement de paradigme sur la demande d'or qui pourrait justifier une accélération? Oui. Bah déjà, on a les conflits, on a les guerres, euh, et depuis, on a les questions autour de la soutenabilité des dettes publiques, on a les questions autour de la fiscalité américaine, de l'indépendance de la Fed aux États-Unis, et aussi et surtout une mécanique, une mécanique de flux. Et là, je vais m'arrêter un instant là-dessus parce que c'est ce que je disais tout à l'heure dans l'approche globale macro. Comprendre les flux, c'est comprendre là où va l'argent, et du coup, c'est comprendre comment vont augmenter les prix, comment vont bouger les prix. Parce que les flux ETF sur l'or ont été stratosphériques sur les derniers mois, et c'est ce qui a tiré la valeur de l'or. Mais pas que. Parce que l'ETF, c'est donc vous et moi qui cherchons à investir, donc on utilise ça, ce qu'on appelle l'investisseur retail, un peu tout le monde, monsieur tout le monde, monsieur ou madame tout le monde. Mais après, ce qui s'est passé par ailleurs, c'est la demande des banques centrales. Ça fait maintenant un certain temps qu'on attendait à ce que les banques centrales diversifient leurs actifs, et c'est ce qu'elles font de manière massive. Bah, ça a commencé avec la Russie qui de toute façon n'avait pas d'autre choix parce qu'elle pouvait plus acheter de dollars, donc elle s'est mise à acheter de l'or. Les Chinois ont fait pareil, les Indiens ont fait pareil, et donc tout le monde s'est mis à faire la même chose. Et donc on se retrouve avec une demande qui a explosé sur l'or, une offre qui est restée limitée, et donc une explosion des prix. Et l'or, pour moi, vient un peu rebattre les cartes, même pas un peu, c'est ce que je dis souvent aux clients, c'est l'idée de l'or a complètement rebattu les cartes sur la construction des portefeuilles classiques, parce que depuis maintenant plus de 20 ans, on bassinait avec le portefeuille classique 80-20 ou 60-40, donc 80% d'actions, 20% d'obligations, ou 60% d'actions et 40% d'obligations. Mais ça, pour moi, c'est pas la bonne logique, parce que déjà, actions et obligations peuvent évoluer dans le même sens, et dans ce cas-là, c'est pas forcément bon. Et du coup, dans une logique de diversification, de sécurisation, d'aspect un peu plus défensif, mais tactiquement aussi intéressant, l'or a plus que toute sa place. Et pour moi, dans un portefeuille, il faut avoir autant d'or quasiment que d'obligations. Ça, c'est un élément qui est important à prendre en compte. Et après, sur les marchés d'actions, bah, on le voit bien, hein, sur le S&P 500,
On a fait du surplace en 2022, on a fortement baissé en 2023, comme je l'ai dit, sur les considérations autour du choc de politique monétaire et de récession aux États-Unis. Parce qu'évidemment, quand les banques centrales appuient sur le frein en remontant les taux d'intérêt, ce que l'on peut craindre, c'est récession derrière. Et le problème, c'est que si récession il y a, ça veut dire que si vous vous projetez sur les résultats futurs des entreprises, bah, ils vont être mauvais, donc forcément, les niveaux de valorisation vont baisser, donc les niveaux des indices vont baisser. Et une fois qu'on a balayé un peu ce risque-là sur les marchés financiers, et ça c'est important parce que euh, les cycles financiers ou les cycles économiques ne meurent pas de vieillesse. J'ai entendu parler un nombre incalculable d'experts qui, en 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, disaient le cycle américain va finir parce qu'il est trop long, le cycle américain va finir parce qu'il est trop long. Bah non. Le seul moyen pour que le cycle américain se retourne, c'est qu'il faut qu'il y ait un choc suffisamment fort. C'est arrivé via Lehman en 2008 et c'est arrivé via le Covid en 2020. Mais sans Covid, le cycle aurait continué. Et là, aujourd'hui, on est un peu encore une fois dans ce schéma-là où le cycle économique américain peut se poursuivre et donc l'exceptionnalisme américain peut rester présent et donc les indices américains peuvent continuer de grimper si on a cette augmentation de la productivité qui se poursuit. Et ça, c'est un élément crucial, pareil, dans les clés de lecture. Et là, il faut être un peu économiste pour savoir lire entre les lignes, lire entre les stats et comprendre les tendances de long terme, mais l'intégration de l'intelligence artificielle reste un élément extrêmement important, pas sur une des questions de bulle, parce que c'est pas tant le sujet, c'est surtout aussi sur des questions de productivité. Et que le fait que la productivité américaine ne fasse que remonter, elle atteint des niveaux élevés, et que la croissance potentielle américaine atteigne de nouveau 2%, soit le niveau quasiment le plus haut depuis la crise de Lehman Brothers, c'est un élément additionnel qui vient justifier que oui, la diffusion de l'intelligence artificielle, pardon, la diffusion de l'intelligence artificielle aux États-Unis, elle est beaucoup plus importante qu'en Europe. La croissance potentielle, elle est beaucoup plus importante qu'en Europe. La productivité, elle est beaucoup plus importante aux US qu'en Europe. Et donc, c'est quoi le résultat de tout ça pour moi? Bah, c'est un exceptionnalisme américain qui devrait justifier pendant encore quelques trimestres, voire même quelques années, d'investir plutôt aux États-Unis qu'en Europe. Et voilà, là, on est vraiment dans un schéma où on a pris un sujet qui est économique, qui paraît très lointain des marchés financiers et qui pourtant va tout changer. Parce que la logique derrière la productivité, c'est quoi? C'est qui dit hausse de la productivité, dit capacité pour les entreprises de pas recruter les salariés trop chers, parce que la productivité horaire du travail va augmenter. Euh, permet aussi aux entreprises, quand les coûts augmentent, via une productivité qui elle-même va augmenter, bah, de ne pas augmenter l'inflation, de ne pas augmenter leur prix. Parce que si vous avez des coûts qui augmentent de 4%, mais vous avez une productivité qui augmente de 3%, alors la différence entre les deux, c'est 1%. Donc on pourrait se dire, bah, l'entreprise américaine a juste besoin d'augmenter ses prix de 1% pour faire un profit à zéro. Et donc, si elle augmente ses prix de 2%, elle fait un profit à 1%. Et du coup, tout le monde est content. Sauf que dans le même schéma, si les coûts augmentent de 4%, mais que la productivité est à zéro, et ben pour que l'entreprise ait un profit à 0%, il faut augmenter les prix de 4%. Donc, c'est un calcul très simple à faire, c'est un raisonnement qui est relativement simple, et pourtant c'est game changer, c'est extrêmement important. Parce que du coup, si productivité il y a, l'inflation va se calmer, les banques centrales ne vont pas augmenter les taux d'intérêt, les investisseurs vont rester confiants, les niveaux de valorisation vont se détendre petit à petit, et ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que les indices peuvent continuer à monter. Voilà, on a déroulé un peu le fil d'Ariane, qui part d'un sujet économique majeur et structurel, et qui va ensuite vers une vraie stratégie d'investissement. Parce que maintenant, euh, la grande question, c'est que comprendre les cycles, comme je l'ai expliqué, c'est une bonne chose, et c'est vrai que on a souvent des questions sur le sujet, et c'est important de le comprendre. Les interpréter et mettre à jour potentiellement ces stratégies d'investissement, c'est quand même relativement autre chose. Ça nécessite un peu d'expérience ou alors d'être accompagné. Et c'est pour ça que, à mon sens, à ce niveau-là de la masterclass, après plus de 30 minutes ensemble, on est à la croisée des chemins avec deux chemins possibles pour moi qui s'offrent à vous. C'est la possibilité d'appliquer tout ça tout seul. Et c'est largement possible, mais ça prend du temps. Moi, je dédie 5 à 6 heures de ma journée à lire tout ce qui se passe sur les marchés financiers. Et malgré ça, ça ne me permet pas de dire à 100%, je ne ferai pas d'erreur. Et pourtant, j'y passe vraiment, vraiment beaucoup de temps.
Donc ça, c'est la possibilité, c'est de faire le même type de travail qui va nécessiter du coup un gros engagement et un gros investissement personnel, ou alors de suivre un cadre qui est plutôt prêt à l'emploi, et c'est ce qu'on a essayé de faire avec Macro Insider. Et donc, à la fin, là, sur les 4 dernières slides, l'idée, c'est de vous présenter un petit peu ce sujet-là et de vous présenter le fait que il y a un lien sur lequel vous pouvez cliquer avec une offre possible pendant 10 jours. Euh, et cette offre, évidemment, elle est financièrement intéressante, avec une capacité aussi de rétractation qui se passe en 15 jours. Mais globalement, en 10 jours, vous verrez bah, que euh, il y a des notes, et il y a des portefeuilles, il y a une boucle Telegram, il y a toutes ces choses-là qui font que ça fonctionne bien. Euh, et donc, une fois qu'on a dit tout ça, on comprend bien que bon, bah, déjà, comprendre les marchés financiers, c'est une chose. Intégrer ces éléments, c'est quelque chose que beaucoup n'ont pas. Ce sont des clés de lecture que beaucoup n'ont pas. On va dire qu'à peu près, je dirais, 90 à 95% de la population française ou mondiale n'a pas ces clés de lecture. Donc investir un petit peu à l'aveugle ou au feeling, et c'est un petit peu risqué. Et donc la vraie question aujourd'hui, c'est de se poser la question, c'est comment on fait pour appliquer ça chaque mois et comment on fait pour du coup ne pas y passer des heures. Donc on a construit quelque chose qui ressemble à cette offre, à savoir des rapports mensuels de gestion dans lesquels vous retrouvez des portefeuilles, des grilles d'allocation d'actifs, à savoir oui, la situation est plutôt favorable sur les marchés asiatiques, plutôt favorable sur les marchés américains, favorable sur le secteur militaire, un peu moins sur le secteur technologique, par exemple. Voilà, ce genre de choses. Et donc, on met en place aussi un portefeuille avec une performance. Donc, l'objectif de ces rapports mensuels de gestion, c'est publier à chaque fin de mois l'actualité, les convictions, les portefeuilles, faire un live derrière pour tout expliquer. On a mis en place aussi ce qu'on appelle des briefs d'anticipation stratégique, où là, l'objectif, c'est de faire un peu plus de prospective, d'essayer de comprendre c'est quoi le monde de demain, avec un peu plus de prise de hauteur sur l'exceptionnalisme américain, sur les perspectives de 2026, euh, sur les changements de paradigme. Est-ce que l'or était une bonne... et aller au-delà de la valeur refuge, ça c'est quelque chose que j'ai écrit en juin, et depuis, bah, l'or a pris 40%. Est-ce que la stagflation est quelque chose qu'il faut mettre en place dans les portefeuilles? J'ai évoqué le fait que c'était pas forcément le cas, mais qu'il fallait vraiment se préparer potentiellement à un changement. On vise aussi à identifier des nouvelles thèses d'investissement sur les marchés sous-cotés. J'avais mentionné le luxe, j'avais mentionné la tech européenne, j'avais mentionné la santé européenne, ou encore l'Inde. Tout ça, ce sont des marchés aussi qui ont pu bien performer ces dernières semaines. Et enfin, l'Asie aussi. J'ai fait tout un rapport sur l'Asie, comprendre c'est quoi le marché asiatique. Donc là, c'est quand même beaucoup de culture générale tout ça, mais c'est aussi du coup des clés d'activation derrière en direct sur tel ETF à jouer pour jouer la thématique asiatique. Je proposais des solutions éventuelles. On fait aussi ce qu'on appelle des flashs. Là, c'est en fait tout simplement moi qui écris des flashs dans la nuit ou dans la journée sur des éléments stratégiques qui ont un impact sur les marchés financiers, de manière justement à vous rassurer, à vous prendre par la main, à faire en sorte que vous ne cédiez pas à la panique. Parce que au-delà des flashs, il y a aussi la boucle Telegram. Là, je vous ai mis quelques commentaires qui ont pu être faits, mais vraiment sur cette boucle Telegram, je suis pas tout seul. Donc il y a les 500 clients actuels, mais il y a aussi des gens qui prennent le temps de répondre à d'autres personnes, qui apportent des solutions, qui apportent des réponses, un système d'entraide sur justement des aspects plus opérationnels et pratiques, là, sur comment choisir les ETF, sur comment choisir dans son broker les ETF, sur comment utiliser les CTO ou les PEA. Bref, tout ça, ce sont des éléments qui peuvent être opérationnels, fiscaux ou ce genre de choses. Et moi, j'interviens plutôt sur la partie stratégie, donc essayer à certains moments de publier des alertes s'il faut tous les jours en fonction de l'actualité. Là, j'étais très actif étant donné de l'actualité assez lourde ces, euh, ces dernières semaines. Euh, et donc, c'est quelque chose qui est probablement la plus bonne surprise, on va dire, la meilleure surprise, pardon, de cette offre. C'est globalement, c'est la valeur ajoutée que représente une boucle. Je pensais pas du tout. Parce que moi, je viens pas de ce monde-là. À la base, j'aide les fonds d'investissement et les hedge funds. Et en fait, la réalité, c'est que dans la boucle, il se passe des choses. Les gens osent poser des questions, se montrent curieux, et moi, je réponds du tac au tac à toutes les questions quasiment qui sont posées. Je vous le dis vraiment, c'est comme ça que ça se passe, et ça apporte une vraie valeur ajoutée. Et d'autres personnes aussi prennent le relais quand parfois, soit je réponds un peu tardivement, parce que ça peut arriver, soit parce que il y en a qui répondent plus tôt, ou d'autres qui ont des avis euh, qui peuvent un peu diverger. Mais voilà, globalement, on trouve quand même la réponse à toutes ces questions. Donc,
Voilà un petit peu sur cette masterclass. L'objectif, c'était donc, pardon, de vous faire comprendre que compréhension et application, c'est pas tout à fait pareil. Là, vous avez appris et compris le cadre des professionnels de l'investissement. Maintenant, pour ceux qui souhaitent rejoindre Macro Insider, qui est donc un moyen et un outil mis à disposition des investisseurs retail pour essayer de devenir un peu comme des investisseurs institutionnels et des fonds d'investissement et des banques d'investissement et des hedge funds. Donc pour ceux qui souhaitent rejoindre Macro Insider, il y a un lien juste en dessous sur lequel vous pouvez cliquer. Et comme vous avez du coup suivi cette masterclass jusqu'au bout, vous pouvez accéder à un tarif préférentiel pendant 10 jours. Et si vous hésitez, vous pouvez tester puisque l'adhésion est garantie pendant 15 jours. J'arrive au bout de cette masterclass. Je vous souhaite à tous une bonne continuation. J'espère vous retrouver dans l'offre Macro Insider pour qu'on affronte ensemble les perspectives de 2026-2027 et un horizon qui est quand même assez difficile à lire, des nuages qui restent quand même globalement assez importants pour placer son argent. C'est vrai que ça se fait pas au petit bonheur la chance. Ça peut se faire au petit bonheur la chance quand les marchés montent, mais quand les marchés ne montent plus, il faut savoir prendre les bonnes décisions au bon moment. Donc j'espère vous retrouver dans cette offre Macro Insider. Et si c'est pas le cas, je vous souhaite vraiment une bonne continuation et surtout bon courage. Et j'espère qu'avec cette masterclass, vous aurez donc appris les principales clés de lecture, des bonnes décisions d'investissement et les principaux mécanismes qui visent à traduire l'économie vers une approche un peu plus opérationnelle, je dirais, d'investissement sur les marchés financiers.